Yo tout le monde, aujourd'hui c'est enfin la reprise de Bleach avec la partie 2 de la guerre sanglante millénaire en animé, ça fait trop plaisir et évidemment on est là pour les reviews de chaque épisode, on va se faire plaisir ensemble, j'espère vraiment que vous apprécierez en plus ce petit format en facecam au calme, je trouve que ça se prête un peu mieux pour les reviews, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, merci comme toujours pour votre soutien et sans plus attendre, on va pouvoir commencer en parlant déjà de l'opening et de l'ending. Alors je le dis direct, moi cet opening j'ai trop kiffé, franchement je suis tombé amoureux de l'opening, je le trouve trop stylé, je sais qu'il a pas forcément grand rapport avec le fait que ce soit la guerre et tout et ce qui va se passer dans ce cours, mais franchement je le trouve trop stylé, c'est pas forcément obligé que ce soit extrêmement en rapport, surtout qu'en filigrane on voit pas mal de choses que les lecteurs du manga reconnaîtront, on voit un peu les combats qui vont se mettre en place, on voit quelques références vraiment stylées, genre à un moment tu vois genre un CD avec marqué The Stormbringer, tu sais ce que c'est The Stormbringer si t'as lu le manga normalement, donc vraiment cool, j'ai adoré l'opening, moi clairement je vois déjà des mecs sur Twitter en train de gueuler, ouais non c'est de la merde machin, ça vaut pas les meilleurs openings de Bleach, je dis pas que c'est forcément perso le meilleur qu'on ait jamais vu, mais il est très bien et franchement je le préfère largement au premier de la guerre sanglante, qui était vraiment pas très original, hein. Certes il y avait toute la symbolique des fleurs avec chaque division et tout, mais à part ça, bon les couleurs et tout, un peu monotone, machin, tout en rose et tout, ouais je trouve que c'était un peu bof, comparé à celui-là qui est ultra coloré, franchement les moments où tu vois Yua en costard et tout, c'est de l'or, moi j'ai trop kiffé. Par contre après, l'ending, bon l'ending, il y a moins de trucs à dire, c'est un peu plus mou et tout, bon c'est un ending en même temps, et puis voilà, en termes d'imagerie, il n'y a pas grand-chose, peut-être que j'ai pas vu, mais il me semble qu'à la fin, il y a aussi une image assez stylée du Roi des Esprits, et puis quelques plans d'Estern Ritter machin, mais rien d'exceptionnel, et niveau musical par contre j'ai pas du tout kiffé pour l'ending. Après peut-être qu'avec plusieurs écoutes ça va changer, mais pour le moment voilà, l'opening, vraiment masterclass, et je suis très intéressé de voir ce que vous en avez pensé. Ensuite bon, avant de se lancer dans le vif du sujet, faut déjà que je vous dise 2-3 trucs. Déjà, si vous êtes animé only, ces reviews vont spoiler, hein. Je vais parler forcément de trucs qui arrivent après et tout, je le sais très bien. Je voulais essayer de faire les reviews sans spoil à la base, mais franchement ça va être trop compliqué, je suis trop habitué à parler du manga et à parler d'un peu tous les événements, donc forcément je vais faire un peu des liens avec des trucs. Donc voilà, si vous voulez pas vous gâcher les surprises, on sait jamais, voilà, mieux vaut revenir une fois que vous aurez lu le manga ou je sais pas, à la fin des épisodes si vous avez envie de regarder ces reviews, une fois que l'anime sera fini, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, ça risque de spoiler, vous êtes prévenus. Donc on va pouvoir commencer avec cet épisode qui couvrait au final seulement 4 chapitres, hein. Vous vous rappelez de ma vidéo peut-être où je parlais de la fin potentielle sur évidemment peut-être le combat de Yua face à Ichibei, hein, par rapport à toutes les news qu'on avait eues de Tite Kubo, du staff et tout, il y avait des chances que ça finisse sur ça, mais là, comment dire, ça va pas très vite, on couvre que 4 chapitres, il y a aussi pas mal de trucs rajoutés, donc à mon avis, ouais, ce délire de fin Ichibei Yua, c'est peut-être, on a peut-être jugé un peu trop vite, hein, même si personne n'a jamais dit que c'était sûr ou quoi. À mon avis, là, vu le rythme de cet épisode, pas sûr que ça finisse vraiment là-dessus, et tant mieux quelque part, bon, je sais pas si on peut dire tant mieux ou pas, parce qu'en vrai, ça aurait laissé beaucoup de place après pour adapter d'autres trucs, des nouveaux trucs, mais en vrai, ouais, je sais pas, je pense que ça faisait beaucoup en une seule partie, donc bon, on verra bien, rien n'est dit encore, mais à mon avis, avec ce qu'on voit là, on n'ira pas aussi loin. Bon, et pour commencer un peu scène par scène, on va parler de cette ouverture que j'attendais vraiment pas, et qui montre un petit peu la croissance du bébé des origines. Hein, vous aurez tous compris, vous avez lu le manga, c'est évidemment la croissance de Yua, qui naît et qui, au fil du temps, prend le pouvoir qu'il a distribué aux gens qui l'ont touché, pour ensuite grandir et tout ça. Et c'est très bien mis en scène, je trouve, surtout qu'il y a un plan vraiment très intéressant, où on voit un moment Yua en mode bébé, tenu un peu bercé par ce qui semble être sa mère, mais bon, logiquement, on sait pas trop en vrai s'il a une mère ou pas, parce qu'on sait que c'est le descendant du roi des esprits, évidemment, mais on sait pas exactement les conditions. Est-ce que c'est vraiment son fils à proprement parler? Est-ce que c'est quelque chose de plus compliqué que ça? On sait pas exactement, même dans les romans on se pose un peu la question et tout, et là le fait de voir cette image, ça me fait me dire qu'on aura peut-être un peu plus de contexte par rapport à ça, et c'est tout ce qu'on veut, c'est ça qu'on veut. On est là pour ça, pour un peu plus de points d'éclaircissement sur tout ce qui est Quincy, tout ce qui est Yua, tout ce qui est Roi des Esprits. Donc avec ça commence très bien, cette scène était géniale. Ensuite, bon, on a cette petite discussion entre Ichibei et Ichigo qui n'est pas dans le manga, et qui est sympa, hein, parce qu'on a aussi notamment ce moment où Ichigo lance une petite pique en disant « Bon, les gars, vous êtes là, la division 0 et tout, vous avez pas fait grand-chose pour le Gotei 13 quand ils se sont fait fumer,
Donc falloir m'expliquer un peu comment ça se passe, tu vois, il est en mode, il est un peu circonspect, tu vois, Ichigo, et là, c'est là que Kichibei lui dit que voilà, la division 0, pardon, est pas là vraiment pour aider comme ça, mais elle est plus là pour observer, et surtout pour défendre le Reio, le roi des esprits. Et c'est après ça qu'on raccroche les wagons un peu avec le manga, parce que tout ce qu'on a parlé jusque-là, c'était soit pas dans le manga, soit pas à ce moment-là, hein, la scène où on voit la croissance de Yua, normalement c'est pas là, et c'est un peu plus expliqué, donc là c'était juste un glimpse, hein, comme disaient les Américains, on n'a pas tout vu, et on en verra sûrement un peu plus après. Donc le truc important après ça, comme je dis qui raccroche les wagons, c'est cette scène au Steelburn, hein, le QG si vous voulez du Vandenreich, où on voit enfin Uryu, qui évidemment les a rejoints. Vous vous rappelez de cette scène qui était rajoutée dans la partie 1, où on le voit sous la pluie avec Yugram, et là il est bel et bien là, et c'est vraiment cool. Pourquoi c'est cool et pourquoi j'ai aimé cette scène? Parce que déjà il y a des interactions en plus entre les Sternritter. On voit un peu plus de Sternritter parler, ouvrir leur bouche par rapport au fait que Uryu est là et qui va être le nouveau successeur et tout. On voit aussi Yugram et Yugo qui commencent à avoir leur rivalité. Enfin, ils commencent pas à avoir leur rivalité, mais on commence à la voir mise en scène, parce que vous savez après que voilà, ce qui va se passer entre ces deux personnages, et c'est pour ça que j'ai dit que j'allais spoiler dans ces reviews, parce que je peux pas m'empêcher de toujours faire les liens avec ce qui se passe après. Mais en tout cas, un truc qui m'a marqué et que je m'attendais pas vraiment à voir comme ça, c'est le fait qu'on aperçoive les membres du Schutzstaffel, les gars. On les voit. On voit Gerard, on voit Lil Barrow, on voit Pernida, et franchement, le moment où on voit Gerard, et je sais pas vous, dites-moi, hein, mais oh comment il met la pression, un truc de fou. Quand tu le vois en mode, il est gigantesque comme ça avec son masque et tout, franchement, moi, il m'a mis la pression, et j'ai trouvé ce passage trop stylé. Pareil, comme j'ai dit, les interactions avec les Sternritter, les Bambis et tout qui parlent, le moment aussi avec Bambietta, il y est bien ce moment. Je pensais qu'ils allaient peut-être l'enlever, ce moment où Bambietta prend un mec au pif, et on sait pas trop, mais logiquement, j'ai plus le mot en français, putain, quel connard. C'est un peu sous-entendu, voilà, que genre, il se la tape, en quelque sorte, enfin, elle se le tape, hein, plutôt, vu les circonstances, et qu'après, voilà, elle le bute, c'est son tempérament, et cette scène est du coup bien intégrée à l'animé, donc j'ai trouvé ça marrant, c'est assez bien fait, c'est très très rapide, hein, ça dure vraiment 2 secondes, donc ça gâche rien du tout, parce que cette scène peut faire un petit peu scène pour bait un peu les adolescents prépubères, tu vois ce que je veux dire, mais là, elle est intégrée de manière un peu sympa, et je trouve que ça gâche rien du tout. Par contre, après, il y a un truc qui m'a surpris, je sais pas pour vous, mais c'est la voix de Lil Toto. Oh, je m'y attendais tellement pas, elle a une voix trop bizarre. On dirait un peu la voix de Tsuyu dans My Hero Academia, ou c'est le même seiyuu, je sais pas, je me suis pas renseigné là-dessus, mais en tout cas, sa voix était trop bizarre. Je sais pas si ça me plaît vraiment. Il y en a beaucoup qui disent que ça colle bien et tout, mais franchement, je sais pas si moi ça me plaît. C'est très bizarre, faudra re-entendre un peu après quand on la verra un peu plus, mais là, ça m'a un peu choqué, je vous avoue. Après, évidemment, un truc très cool, c'est cette scène où on voit enfin Askin Naklevar, un des Quincy préférés, un des Sternritter préférés de beaucoup de monde, qui entre enfin en scène comme dans le manga, en séparant un petit peu Busby et Yugo, qui étaient en train de commencer à se mettre sur la gueule, parce que Busby, lui, il accepte pas comme ça que Uryu soit le successeur. D'ailleurs, là, il y a pas mal de trucs un petit peu zappés, un petit peu dommage pour le coup. On a un petit peu moins d'insight par rapport à ce que pense Yugram sur ce délire, sur le fait que Uryu soit appointé comme ça en tant que successeur de Yua, alors que normalement c'est censé être lui, Yugram, le vrai successeur. Donc dans le manga, il dit bien que voilà, le fait que là il soit un peu sous le feu des projecteurs, ça fait qu'il a aucune chance de faire quoi que ce soit, et qu'il est surveillé de tous les côtés, donc c'est bon pour eux aussi, et que s'il fait le malin une seconde, il se fera fumer. Donc on n'a pas ça dans l'animé, je sais pas si on l'aura peut-être plus tard, mais là on l'a pas, et on n'a pas non plus comment elle s'appelle, enfin on n'a pas vraiment son nom il me semble hein, dans le manga, mais on n'a pas non plus, vous savez, ce passage où Yugram voit son assistante, dont on nous parle justement aussi dans les romans, qui a une place un peu prépondérante dans sa vie, quelque part, j'ai envie de dire, bon, c'est pas beaucoup de choses sur elle, mais apparemment, il lui partage pas mal de choses personnelles et tout, et on la voit dans le manga, là on la voit pas. Est-ce qu'on la verra plus tard? Bon, je pense pas, hein, c'est pas non plus quelque chose de très très important dans le lore et tout, mais là on la voit pas, ça aurait pu être stylé, mais franchement, ouais, comme je viens de dire, c'est pas très important. Évidemment, bon, après on a la scène de la transmission, la scène où Yua fait boire son sang à Uryu pour lui transmettre un shrift. Ça, on en parlera plus tard, on aura l'occasion d'en parler, des shrifts, hein, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui revient souvent, une question que je vois souvent posée, c'est comment ça se fait que Yua dit qu'en gros, Uryu est le seul Quincy survivant et tout, machin, alors que par exemple, il reste encore son père.
mais à ce moment-là, quand il parle des Quincy qui ont survécu à Los Valen, il parle seulement des Quincy de sang impur. Le père de Uryu, lui, c'est un Quincy de sang pur. Et justement, comme Uryu est le seul Quincy de sang impur à avoir résisté à ce fameux Osvalen, vous savez, le moment où, par exemple, la mère d'Ichigo a perdu ses pouvoirs et où la mère d'Uryu est morte, comme Uryu est le seul à avoir survécu à ça, en gros, il est très très spécial, et c'est pour ça que Yua en fait son successeur, en gros, en quelque sorte. Après, pour la scène en elle-même, bon, c'est vrai qu'il y avait des petits moments un peu statiques, mais ça, on commence à avoir l'habitude, j'ai envie de dire. Certains moments qui sont pas très, j'ai pas envie de dire pas très importants parce que c'est un moment important, mais où ça bouge pas trop et tout. Bon, des moments un peu statiques, c'est pas forcément très dérangeant, mais bon, des fois, ça fait un peu de cheapos, quand même, faut bien l'avouer. Quand tu vois, genre, les persos qui bougent pas du tout, t'as juste la caméra qui bouge et tu les entends parler, bon, voilà, ce sera pas sur les moments les plus importants ou les plus mythiques, mais des fois, c'est vrai que ça fait un peu cache-misère, c'est dommage. Après, là, les dialogues ont été légèrement modifiés, et je trouve que c'est peut-être même un peu mieux dans l'animé, parce que, genre, dans le manga, Uryu semble un peu suivre Yua comme si il y était obligé, machin, et tu le vois pas vraiment donner un peu son point de vue, alors que là, tu le vois en mode... je sais pas s'il essaye de le convaincre ou quoi, mais tu le vois dire genre qu'il pense que les Shinigami et les Quincy pourront jamais s'entendre et tout, et qu'en gros, il veut se venger d'eux, il veut les battre, alors que dans le manga, t'as un peu l'impression, tu sais, il est en mode... oui, majesté, limite, c'est tout ce qu'il dit, tu vois. Il se pose aussi un peu des questions sur, évidemment, le fait du pourquoi il le veut en tant que successeur, mais il n'y a pas grand-chose de plus, et là, je trouve que dans l'animé, c'était assez bien foutu au niveau des dialogues, du coup. Ensuite, bon, on voit un peu le Wekomundo avec Orihime, Urahara, Chad et tout, et on voit aussi, d'ailleurs, Grimmjow sur un plan qui est un petit peu caché. J'ai trouvé ça assez stylé, comment il est caché dans l'ombre. Je sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, mais à part ça, j'ai pas grand-chose à dire sur ces passages. Par contre, après, on a ce qui semble être le début de l'entraînement d'Ichigo avec Ichibei, et ça, c'est inédit, c'est pas vraiment dans le manga. On sait qu'il s'est entraîné, évidemment, au Palais du Roi des Esprits et tout, mais là, on voit vraiment ce qui se passe, on voit un peu le déroulement du truc, on voit un peu des effets bizarres avec Ichigo qui a l'air de devoir traverser un endroit spécial du Riden d'Ichibei pour faire son entraînement, et on le voit surtout se questionner un peu pour la première fois, enfin peut-être pas pour la première fois, mais on le voit être en mode « What, le roi des esprits ?» machin, il dit le roi des esprits, tu sais, en mode qu'est-ce que c'est que ce putain de roi des esprits? Et c'est pareil qu'au début, quand je disais qu'il se questionnait un peu sur la division 0, je trouve que c'est intéressant de voir Ichigo justement se poser des questions, et ça va être aussi hyper intéressant d'avoir des réponses et du contexte en plus dans l'animé. Et on continue après avec le retour d'Iori qui fait trop plaisir, parce que moi je la kiffe, je sais que beaucoup l'aiment pas, beaucoup disent qu'elle gueule pour rien et tout, mais moi je kiffe trop, même si bon, c'est clairement pas la scène la plus importante. Cependant, un truc que j'ai un petit peu moins apprécié, j'avoue, c'est ce moment avec Renji et Rukia, vous savez, quand ils sont en train de s'entraîner aussi au palais de la Division 0, et que Kichibei arrive et tout. Parce que bon, normalement, à ce moment-là, il y a un petit moment comique qui implique Byakuya, et qui est vraiment très très drôle, je trouve, mais qui évidemment a été enlevé. Et bon, de toute façon, on le savait très bien, c'est clairement pas le but du studio, là, de faire des blagues et tout. Donc tout ce qui est petites blagounettes qui durent genre 2 pages, ils y ont enlevé. Mais normalement, on voit Rukia qui s'inquiète, genre justement de l'entraînement que Byakuya va devoir subir, parce que bon, ils apprennent aussi évidemment qu'il a survécu. Ça, bon, dites-moi ce que vous en pensez, j'avoue, s'il y a des gens qui découvrent ça et qui veulent donner leur avis, ça m'intéresse, parce que c'est une question, moi, que j'ai souvent posée, et j'ai toujours été genre en faveur de la mort de Byakuya. Pour moi, Kubo voulait faire mourir Byakuya à la base, et là, donc, on apprend évidemment qu'il a pu être sauvé grâce aux fameuses sources chaudes, de, comment il s'appelle, de Kirinji, évidemment. Donc voilà, il est là, et normalement, il y a toute une blague avec le fait que du coup, il va devoir faire le même entraînement que Rukia et Renji ont fait, et cet entraînement implique de passer par le Riden de Senjumaru, et donc de se déshabiller complètement devant elle pour qu'en gros, elle te fasse un nouveau Shishakusho et tout. Mais, et en gros, on a Rukia qui imagine ça, bon, je sais pas si c'est clair, si vous avez pas lu le manga, vous devez rien comprendre, mais en tout cas, voilà, cette blague n'est pas là, et je trouve ça un petit peu dommage, bordel, parce que bon, elle était drôle, celle-là. C'est comme la blague de péché, bordel. La blague de péché, ils l'ont enlevée. Mais bon, après, il faut dire les choses, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le traitement de Kyoraku dans cet épisode, et aussi, de façon, dans cet arc en général. On voit déjà une petite scène où il se pose la question, quand il est avec Nanao, si vraiment la Division 0 va vraiment les aider ou pas, et c'est sympa, on voit clairement que vraiment il est pas du tout comme Yamaji en tant que capitaine commandant, mais on voit surtout cette scène que j'avais un peu peur que cette scène soit amputée, c'est la scène évidemment où il remet les soul tickets aux amis d'Ichigo. Parce que oui, c'est quand même une scène assez importante, surtout je trouve pour le personnage de Kyoraku. On voit encore une fois, comme j'ai dit, que, enfin avec ce geste, il est clairement pas comme
comme Yamaji, qui lui jamais aurait impliqué des humains d'une manière quelconque. Enfin, il l'a déjà fait, c'est déjà arrivé malencontreusement, mais je veux dire, jamais il serait descendu en mode normal à Karakura, salut Kaigo, salut Mizuhiro, salut Tatsuki, je vous donne des soul tickets parce que peut-être qu'Ichigo va devoir rester à Soul Society et tout. Donc ça, jamais il l'aurait fait. Alors que là, Kuraku, il vient, franchement, c'est un move de vrai beau gosse, ultra respectueux et tout, et j'aime bien aussi la réaction de Keigo par rapport à ça, la réaction de ses potes, fidèles à eux-mêmes, même si c'est pas les persos les plus importants, je trouve que c'est cool de les voir à ce moment, et c'est vraiment, ça fait vraiment honneur au manga, je trouve. Mais après tout ce début un petit peu tranquillou, on passe enfin aux choses sérieuses, parce que c'est le début du deuxième assaut, c'est là-dessus que se termine l'épisode, avec évidemment le Seireitei qui se fait envahir par les ombres, et qui se fait complètement submerger, on entend même Akon dire que le Seireitei a disparu, l'architecture change, le ciel devient tout rouge, et je trouve que c'est très très bien retranscrit du coup le fait que le Seireitei disparaisse tout simplement à cause des ombres des Quincy, le ciel rouge est pas très dérangeant, après il faut voir ce que ça va donner à la longue, parce que quand on va se taper des grosses scènes de combat, en mode tu vois les personnages et juste du rouge derrière, je sais pas trop comment ça va rendre, surtout que dans le manga, normalement c'est pas vraiment comme ça, enfin tu vois, même une fois que le Seireitei est envahi comme ça, tu vois, enfin c'est le Shakonmaku, vous savez, la bulle de protection du Seireitei qui est recouverte par les ombres, mais on voit quand même un petit peu à travers, je sais pas trop comment dire, mais on voit pas genre un truc uni comme ça, même si des fois on sait que Kubo aime bien genre mettre en avant les personnages et donc pas faire de décor, c'est pas non plus tout le temps une seule couleur comme ça, donc ça peut faire bizarre des fois, et on verra ce que ça donne. Je peux pas me prononcer plus là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est là-dessus que l'épisode se termine, et évidemment j'ai trop hâte de voir la suite. C'était une masterclass, c'était trop bien, c'était trop cool, j'ai adoré encore une fois l'opening, génial, les petits rajouts, pareil, j'ai pas parlé d'ailleurs de ce plan aussi qu'on voit, où on voit Uryu dans le cimetière full Quincy, là, le grand cimetière des Quincy, c'est trop stylé, et franchement, j'ai très très hâte de voir la suite, j'ai 100% confiance, je pense clairement qu'ils savent ce qu'on veut voir, qu'ils vont nous le donner. Ce petit plan pareil au début, avec Yua qui est tenu comme ça par une entité bleue, un petit peu on sait pas trop ce que c'est, si c'est le roi des esprits ou pas, c'était génial. On va se faire plaisir de fou, j'ai confiance. Je sais pas si vous avez kiffé l'épisode autant que moi, mais on va terminer avec une petite note, on va faire ça pour ces reviews. Cet épisode, je lui donne une note clairement de 8 étoiles sur 10, pour commencer c'était très très bien. Donnez-moi vos avis, donnez-moi vos notes en commentaire, et moi tout ce que j'ai à vous dire c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2, et en attendant, c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.